CQFD. CQFD. Merci d'être avec nous et bienvenue dans votre rendez-vous du débat et du décryptage, c'est CQFD. Et aujourd'hui, on va parler de cette forte chaleur que l'on a connue aujourd'hui avec des records de température enregistrés du côté de Uccle, plus de 33 degrés aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est un signe visible du réchauffement climatique ? Et puis quelles conséquences aussi pour les sols, pour les forêts par exemple ? La Belgique risque-t-elle de manquer d'eau à court terme et à long terme avec des épisodes comme cela? C'est de tout cela dont on va parler ce soir avec deux invités qui nous ont rejoints pour l'occasion. Avec nous François Massonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue à l'UC Louvain, chercheur qualifié aussi pour le FNRS. Face à vous, il y a Philippe Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Jean Blou Agrobiotech où vous dirigez l'unité de gestion des ressources forestières. Merci à tous les deux d'être là. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à poser vos questions à l'adresse suivante cqfdrtbf@rtbf.be. On vous lit et on interrogera nos invités avec vos questions. CQFD. Et avec nous, il y a Catherine Tonero, bien sûr aussi comme chaque soir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Et on va revenir d'abord sur ce record de température, donc aujourd'hui, en ce 15 septembre. 34,4 degrés enregistrés aujourd'hui à Uccle. Hier, c'était 30,2. Selon l'IRM, il faut remonter à 1919 pour voir deux journées records consécutives en septembre franchir la barre des 30 degrés. Alors, on ne parle pas de vagues, mais bien de pics de chaleur. Un phénomène pas si inquiétant en soi, mais évidemment, il y a un mais. On écoute à ce propos Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Disons que ce qui est vraiment préoccupant, c'est de voir la répétition maintenant de ce genre de pics de chaleur de plus en plus réguliers et aussi durant toutes les saisons. Ça ne concerne pas uniquement l'été. On a eu effectivement durant le mois d'août une vague de chaleur tout à fait historique. Mais maintenant, même en septembre, on a encore des pics de chaleur remarquables. Donc on voit vraiment que la tendance à avoir des températures de plus en plus élevées concerne vraiment l'entièreté des saisons. Donc c'est un phénomène qui concerne l'entièreté de l'année finalement. Et donc ça, c'est vraiment préoccupant. Scientifiquement, c'est inquiétant. Et il faut aussi savoir par exemple que si on analyse les températures moyennes annuelles, les 5 années les plus chaudes se situent toutes après 2006, donc sur les 15 dernières années. Et donc ça rentre tout à fait dans la logique du réchauffement climatique, évidemment. Voilà, un constat d'autant plus inquiétant qu'il intervient après un été dans le top 10 des étés les plus chauds jamais enregistrés. Alors, on va essayer de bien comprendre ce qui est à l'heure ici avec François Massonnet. Je le disais, vous êtes climatologue. D'abord, expliquez-nous un peu comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des températures comme ça de plus de 30 degrés en plein mois de septembre. Qu'est-ce qui se joue là, en fait, au niveau climatique ? Pour bien comprendre la situation, il faut vraiment la décortiquer. En fait, il faut la décomposer et essayer de voir quelle est l'intrigue qui a mené jusqu'à cette situation-là. Si on regarde une carte météo du jour ou de la veille ou de demain, parce que la vague de chaleur va continuer jusque demain, on s'aperçoit sur le flanc ouest de l'Europe, sur la façade atlantique, on a une grosse dépression bien lourde qui remplace en fait l'anticyclone des Açores. C'est-à-dire qu'on a une grosse dépression à gauche et sur l'Allemagne, à l'est, on a une forte haute pression, un anticyclone. Et quand on a ce genre de configuration, l'air qui se trouve entre ces deux pôles est inévitablement aspiré. Et donc on a ici un effet d'entraînement de l'air du sud vers le nord et qui nous amène donc des températures torrides parce que simplement l'air provient du sud. On rajoute à ça une deuxième donnée, c'est que l'air il passe sur des sols qui sont relativement déficitaires en humidité. Il a très peu plu sur le printemps passé. On a eu un hiver qui avait bien commencé du point de vue des précipitations, mais qui, à un moment, vers la fin de l'hiver, a basculé. On est arrivé avec un déficit de précipitations qui s'est poursuivi tout le printemps et qui a perduré. Et donc, l'air, quand il passe sur de l'air sec, il n'a pas la possibilité de se refroidir. On n'a pas d'évapotranspiration. Il n'a pas la possibilité de céder sa chaleur au sol et de se refroidir. Donc, l'air arrive assez chaud jusque chez nous. Et le troisième facteur, c'est le facteur climatique, on va dire. C'est-à-dire que chez nous, comme dans beaucoup de régions du monde, on a une augmentation très lente, mais certaine, des températures. On a gagné environ 2 degrés en Belgique depuis le début des relevés en 1830-33. Et donc, on part en fait avec un désavantage quelque part, puisqu'on part avec de l'air qui, à la base, est déjà 2 degrés plus chaud. Donc, c'est plus facile de franchir un seuil. Et quand on franchit ce seuil, on le franchit
franchie plus longtemps. Oui, mais donc à vous entendre, il y a presque un cercle vicieux qui s'opère, parce que c'est parce qu'on a déjà eu un été très chaud et très sec qu'on peut avoir des épisodes ici qui sont exceptionnellement chauds en plus, qui, quelque part, aggrave encore le phénomène, quoi. Il y a un effet d'entraînement. Il y a en tout cas un effet d'interaction, d'interférence entre des phénomènes plus dynamiques liés à la circulation de l'atmosphère qui donnent les précipitations et des facteurs de préconditionnement qui eux, vont donner la tendance lourde, favorisant l'établissement. Il y a un terreau favorable, en quelque sorte, du fait que la Terre se réchauffe, qui fait qu'on peut avoir plus qu'avant des épisodes de chaleur comme ça, à répétition, à des moments où, normalement, on ne devrait pas en avoir. Exactement. Donc la situation atmosphérique ici, elle n'est pas spécialement banal. Quand on regarde la carte météorologique, le fait d'avoir une dépression à l'ouest et une autre pression à l'est, c'est quelque chose d'assez banal, mais c'est le fait qu'elle joue en faveur de l'augmentation de température parce qu'elle est accélérée, elle est amplifiée par des facteurs de préconditionnement. Et que là, on peut relier alors vraiment au réchauffement climatique. Exactement. Et comme le disait l'intervenant dans votre capsule avant, le nombre de vagues de chaleur, leur intensité, leur durée aussi est en train d'augmenter. Et si on regarde toutes les vagues de chaleur en Belgique depuis 1900, on en a une quarantaine, eh bien, sur les 120 années qui nous séparent, on a un tiers de ces vagues de chaleur qui se sont produites après 2000. Donc, un tiers des vagues de chaleur se sont produites sur un sixième de toute la période sur laquelle on a des relevés, pour bien montrer qu'on a une accélération de ce genre de phénomène. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls à être concernés, hein, Catherine Tonero, puisqu'il y a aussi une vive inquiétude en ce moment en Californie, là où ça se traduit par des incendies notamment. Oui, la côte ouest d'ailleurs des États-Unis est ravagée par les flammes. Plus de 1,6 million d'hectares sont partis en fumée et au moins 35 personnes sont décédées depuis le début de l'été. Ces incendies, ils se multiplient à travers le globe. On pense aussi à l'Amazonie ou à l'Australie. Les scientifiques les associent à des phénomènes liés au réchauffement climatique, augmentation de la température, évidemment, multiplication des canicules et baisse des précipitations, soit une combinaison idéale pour le développement des feux. Une théorie que ne partage pas le président américain Donald Trump, climato-sceptique s'il en est, on le sait, a assuré que le climat finirait par se refroidir. C'était hier lors d'une réunion au sujet de la situation en Californie, justement, où il a répété sa théorie des arbres secs, inflammables et qui explosent. Pour le président, la situation requiert plutôt des aménagements forestiers. La communauté scientifique a vite réagi et évidemment l'adversaire démocrate de Donald Trump aussi. Si on donne à un pyromane du climat, je cite, 4 ans de plus à la Maison-Blanche, eh bien comment s'étonner que l'Amérique ne s'embrase davantage, a déclaré Joe Biden. Alors, François Massonnet répondait à Donald Trump, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, on peut connecter tout ce qui se passe maintenant, que ce soit chez nous, que ce soit avec les épisodes qu'on connaît aussi aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut connecter ça avec certitude au réchauffement climatique et surtout au réchauffement climatique provoqué par l'homme? Parce que c'est ça, évidemment, le vrai enjeu. Et les climato-sceptiques et Donald Trump notamment disent toujours, oui, mais des variations, on en a connu au fil de l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on peut être sûr que c'est bien lié à l'homme, ce qui se passe là maintenant? La première chose, c'est que d'un point de vue purement factuel, si on regarde les statistiques, on a des tendances qui sont significatives et qui sont physiquement, qui dépassent la variabilité naturelle du climat. Donc on a émergence d'un tas d'indicateurs, que ce soit la température, que ce soit la fonte de la banquise, des glaciers. On ne va pas tous les faire parce qu'on aurait besoin de plusieurs heures d'émission. Donc on a purement, d'un point de vue méthodologique, statistique, des anomalies qui sont en train d'exploser et d'émerger. La deuxième chose, c'est qu'on a une compréhension physique qui est fondamentalement correcte de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de comprendre que la concentration en CO2, par exemple, est un facteur dominant dans l'augmentation des températures parce que le phénomène de gaz à effet de serre est extrêmement bien compris. Il est répliqué dans des études scientifiques, il est confirmé, il y a plus de doute là-dessus. Donc on est arrivé dans une ère où on a l'impression que c'est celui qui parle le plus fort et celui qui parle avec les meilleurs mots qui va se faire entendre. Et la science est là pour remettre l'église au milieu du village. Et je me réjouis quelque part que le problème climatique n'est pas limité au climat, mais aussi existe dans d'autres sphères, par exemple la sphère de la crise sanitaire actuelle. C'est-à-dire que les gens doivent prendre conscience que le guide, la lumière au bout du tunnel qui doit nous guider pour sortir d'une crise, c'est toujours la science, parce que c'est la seule manière robuste de faire avancer une société. Alors, on va en venir maintenant aux conséquences que ça peut avoir, notamment pour la forêt wallonne. Philippe Lejeune, vous êtes là pour en témoigner. Ce dont on a parlé là, ces épisodes de chaleur à répétition ces dernières années, c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, dans nos forêts chez nous en Belgique. On a
quelque part, la traduction visible dans les forêts de ce réchauffement climatique? Alors, on a effectivement une traduction tangible. La situation n'est heureusement pas au stade de celle des forêts californiennes. On est plus dans des situations de stress hydrique, par manque à la fois d'eau, donc il pleut moins, ou on a des épisodes de sécheresse, donc on l'a dit, au printemps, des épisodes caniculaires en été. Et donc, un arbre, quand il manque d'eau, il peut adopter différentes stratégies. La première, c'est de réduire sa consommation d'eau, donc de réduire sa transpiration en refermant les stomates. Donc, ces petits opercules à la surface des feuilles. Et la seconde, c'est de tout bêtement baisser le volet et faire tomber ses feuilles plus tôt que prévu. Et ça, on y assiste. Et en espérant redémarrer le printemps prochain. Donc, si vous regardez autour de vous, vous allez voir notamment des hêtres ou des tilleuls dont le feuillage est tout roussi. Ça veut dire que l'arbre a dit, voilà, moi je stoppe pour cette année-ci et je redémarrerai l'année prochaine. Donc ça, ce sont les effets directs. Les effets indirects, c'est des attaques parasitaires qui peuvent apparaître sur des arbres qui sont affaiblis. Et là, l'exemple le plus marquant que l'on rencontre dans nos forêts wallonnes, ce sont les épidémies de scolytes qui se sont développées depuis 2018. Et qui font que on a beaucoup d'arbres malades qui vont mourir, tout simplement. Et qu'on a des arbres qui meurent. Donc il faut bien comprendre que ces petits insectes de quelques millimètres vont aller pondre leurs œufs sous l'écorce des épicéas. Les larves vont se développer, vont se nourrir, vont creuser à leur tour des galeries sous l'écorce. Et ça entraîne généralement, voire très souvent, la mort de l'arbre. Et donc ces arbres scolytés, on va y revenir parce que c'est un élément vraiment majeur pour les forêts en Wallonie. C'est un des signes visibles, notamment de ce réchauffement climatique. Parlons de la sécheresse avec vous, Catherine Tonero, parce que rien que sur ces derniers mois, on a connu des événements de chaleur qui ont rendu la situation extrêmement délicate. Effectivement, une sécheresse qui a frappé particulièrement tôt cette année. On rappelle cet autre record, le mois de mai dernier, qui a été le mois le plus sec enregistré depuis 1833. Cet été caniculaire, entre autres, n'a pas vraiment rattrapé la situation et malheureusement, la pluie ne va pas faire son grand retour tout de suite. On réécoute à ce propos Pascal Mormal, le météorologue de l'IRM. Pour les prévisions relativement à moyenne échéance qui sont vraiment fiables, on ne voit pas vraiment un signal d'un retour de précipitations importantes. Donc ça veut dire que la sécheresse qu'on connaît pour le moment va malheureusement encore durer. Et donc là, c'est aussi une séquence qui remonte à 2017. Donc ça fait la 4e année consécutive durant laquelle on est victime quelque part de déficits de précipitations très importants. Et je dirais qu'à l'horizon du mois de septembre, on ne voit pas vraiment de signal d'un retour important de précipitations. Donc on va rester sur des conditions relativement agréables ces prochaines semaines, avec des températures plus ou moins de saison et un temps relativement sec. Alors en chiffres, depuis le début de ce mois, on a enregistré 3,7 litres de précipitations, ce qui est très loin des 68,9 litres enregistrés en moyenne en septembre. On estime aussi que depuis le 1er janvier 2017, le déficit de pluie en Belgique équivaut à 6 mois normaux de précipitations. La Flandre est particulièrement exposée avec un niveau de nappe phréatique plus bas et une urbanisation plus importante qu'en Wallonie. Espérer la pluie ne suffit plus, avait d'ailleurs alerté Greenpeace en juin dernier, l'organisation de défense de l'environnement qui invite à contrer le béton par plus de nature et à créer plus de zones marécageuses comme stock stratégique dans cette crise, sans oublier, dit-elle, de s'attaquer à la cause sous-jacente du problème, soit la crise climatique. Alors Philippe Lejeune, sur ce qu'on vient d'expliquer là, quelque part des épisodes de sécheresse qui s'enchaînent pratiquement depuis 3 ans, où on n'a pas pu avoir l'eau que l'on attendait en suffisance durant 3 ans. Ça, on peut dire que c'est un vrai coup dur, en particulier pour les forêts. Il va y avoir des conséquences qui vont rester à tout jamais de ce qui vient de se passer de ces 3 ans-ci. Les conséquences sont marquantes. Donc si on revient sur le cas de l'épicéa, l'épicéa n'aime pas la sécheresse et dans le même temps, le fameux scolyte adore la sécheresse. Et donc, ces épidémies, elles s'expliquent assez simplement par le fait que, en temps normal, le scolyte qui est présent, mais en quantité très faible, se régénère de l'ordre d'1 cycle à 2 cycles par an. Et là, on a eu droit à 3 générations par an pendant 3 ans. Donc c'est des insectes qui pullulent, qui se multiplient, littéralement qui sont d'un arbre à l'autre. Et qui vont se répandre par centaines de milliers, par millions. Et vous me citiez un chiffre tout à l'heure en préparant cette émission. Vous me disiez qu'il y a 10 ans, on considérait qu'un épicéa sur 100, en gros, était touché par le scolyte. Voilà, aujourd'hui, on est à 50%, pratiquement donc 1 sur 2. Si on regarde un petit peu les récoltes de bois en Wallonie, dans les forêts publiques, il y a 10 ans,
le volume de bois que l'on coupait pour cause de présence de scolytes représente à peu près 1% du volume, et on est en 2019 à près de 50%. Donc c'est vraiment un problème majeur pour la ressource forestière wallonne. C'est toute une partie de la forêt qu'on ne va pas pouvoir utiliser comme on le souhaiterait, ce soit quand les arbres sont sur pied ou même quand on veut les utiliser après pour les utiliser par exemple pour faire des planches ou pour d'autres utilisations. Voilà, ça veut dire que ça prive l'industrie forestière d'une ressource de qualité, sachant qu'une fois que le scolyte est entré dans l'arbre, alors non seulement l'arbre meurt, alors on peut encore espérer le récolter rapidement avant qu'il ne soit complètement sec, mais vous allez trouver des champignons qui vont pénétrer dans l'arbre au travers des trous creusés par les scolytes et qui vont bleuir le bois et donc le rendre difficilement utilisable dans les usages les plus nobles. Mais donc, juste pour bien revenir là-dessus, la moitié des épicéas aujourd'hui dans les forêts wallonnes sont menacés de mort à cause du scolyte et donc effet en cascade de la sécheresse. Non, le chiffre de 50%, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. La moitié des arbres que l'on récolte, que l'on coupe, sont des arbres qui ont été atteints par les scolytes. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont ça ne veut pas dire sur que la moitié de la forêt est touchée par les scolytes. Donc on est loin du compte. Il faut quand même rester un petit peu rassurant à ce niveau-là. Bon, François Massonnet, ce qu'on vient de connaître là sur les 3 dernières années, est-ce qu'aujourd'hui, on doit se dire que ça va se poursuivre, qu'en fait, il faut quelque part que la forêt, chez nous, s'adapte à ces conditions-là et s'habitue à vivre avec moins d'eau, voire beaucoup moins d'eau que ce qu'elle en avait jusqu'ici? Oui, on doit s'y préparer. Le système climatique a une inertie telle que, quelles que soient les mesures qu'on prend aujourd'hui, même si aujourd'hui on arrête d'émettre toute forme de gaz à effet de serre, on sait qu'on aura encore pour 20, 30, 40 ans une poursuite de la tendance actuelle, simplement parce que le train est lancé. Donc il faut se préparer à ça et développer tous les outils qui sont en notre possession pour prévoir au mieux à quoi pourrait ressembler l'été suivant, l'hiver suivant, peut-être l'été dans 5-10 ans, pour pouvoir planifier, changer les infrastructures, mettre en place, acheter des machines pour contrer les effets attendus de ces changements climatiques. En termes vraiment de changement, ici, on va être pris en Belgique entre deux forces. On va être pris en étau entre, d'une part, un assèchement du pourtour méditerranéen, parce que ce qu'on appelle la cellule de Hadley, qui est la grande cellule qui organise la circulation atmosphérique de l'équateur au nord des tropiques, est en train de prendre plus de place. Et donc les zones désertiques sont en train de remonter tout doucement. Il est prévu que le pourtour méditerranéen devienne de plus en plus sec. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, les régions polaires, et l'Arctique en particulier, sont en proie aux changements climatiques les plus forts. On a ce qu'on appelle l'amplification arctique, c'est-à-dire un réchauffement différencié et plus fort en Arctique qu'aux basses latitudes, la banquise fond. Et donc, la circulation atmosphérique qui va résulter de ces contrastes, elle va être beaucoup plus molle, elle va être beaucoup moins dynamique, elle va être beaucoup moins dirigée selon l'Est et l'Ouest, elle va être beaucoup plus méridienne, donc vers le sud et vers le nord. Et donc, on doit s'attendre à un ralentissement aussi de cette circulation. Et donc, par exemple, avoir des épisodes chauds comme ceux-ci qui vont durer plus longtemps, là où on avait un climat qui était beaucoup plus varié, qui changeait beaucoup plus régulièrement avant. Le climat, disons, tempéré à la Belge, avec des dépressions qui nous parviennent par l'ouest et qui se suivent à 7 jours d'affilée, ça pourrait être en tout cas remis en question. Bon, il y en aura certainement toujours, mais il se peut qu'on ait des conditions beaucoup plus persistantes, surtout en été et en hiver, c'est-à-dire aussi des conditions pour lesquelles il faudra se préparer. Alors justement, s'adapter, c'est ce que doivent déjà faire les agriculteurs aujourd'hui, Catherine Tonero, dans cette année très particulière au niveau température. Des agriculteurs qui sont déjà fortement touchés par cette sécheresse, pré trop sec, levée des cultures tardives, la végétation qui souffre de ce manque d'eau. Ce n'est pas sans conséquence sur la nourriture des bovins, comme on va le réentendre dans ce reportage tourné à la ferme expérimentale d'Ath. Difficile de trouver un peu d'herbe fraîche pour ces vaches. Pour les nourrir, les exploitants de cette ferme expérimentale et pédagogique ont dû puiser dans leurs réserves de paille pour l'hiver. Et malheureusement, ce n'est pas la première année. On s'est rendu compte fin juillet, début août que nos animaux avaient vraiment faim. Et donc on a commencé à utiliser nos stocks hivernaux de paille, de fourrage, donc de foin, de préfané, de maïs, en espérant ne pas en donner trop longtemps. Mais on se rend compte que ça perdure et qu'on utilise nos stocks. Et donc on altère nos stocks hivernaux. Donc il faudra racheter des nourritures pour l'hiver. Dans le cadre de son stage, cette étudiante de l'ULB constate elle aussi la situation inquiétante. Quand je suis arrivée début juillet, les prairies étaient déjà pas très hautes, mais ça allait. Les vaches entraient souvent vers 7-6 cm, donc c'est pas l'idéal, mais
c'était pas critique, mais depuis, ça ne pousse plus. Donc j'ai calculé qu'on est à peu près 1 mm de croissance par jour, donc ce qui est très faible. Les conséquences sont économiques. Beaucoup d'éleveurs vont devoir racheter de la nourriture. Aujourd'hui, les éleveurs n'ont plus de stock vu qu'ils les ont utilisés les années précédentes. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui achètent de la nourriture, qui n'ont même pas de stock à utiliser. Et donc ça, c'est relativement inquiétant pour leur trésorerie, pour leur avenir financier. Voilà pour ce reportage diffusé, on le précise, le 18 août dernier. Alors ça, c'est pour les agriculteurs, on a compris, avec un coût quand il faut anticiper sur les stocks déjà de l'hiver. Il va falloir les remplir d'une manière ou d'une autre. Au niveau justement de la forêt, on revient vers vous, Philippe Lejeune, puisque vous en êtes un spécialiste. Est-ce qu'on peut adapter quelque part la forêt à ce climat qui change, comme nous l'a décrit François Massonnet? Est-ce qu'on est en train déjà d'amener des nouvelles essences, de repenser la gestion forestière différemment par rapport à ce climat qui change? Les forestiers travaillent effectivement à repenser les modes de gestion de la forêt, donc la sylviculture. Il y a différentes solutions. Donc, parmi celles-ci, c'est le fait d'aller chercher justement des variétés forestières dans des régions plus méridionales. Il y a notamment en France un projet qui vise à transplanter, donc c'est de la véritable transplantation, des chênes ou des hêtres dont les semences sont récoltées dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, et de venir les planter dans la région de Verdun. Donc vous voyez qu'on leur fait parcourir 1000 kilomètres pour venir les mettre dans des situations où le climat qui va apparaître dans les années à venir est semblable à celui qu'elles connaissent actuellement plus au sud. Normalement, la nature s'adapte, parce qu'on sait qu'on a déjà eu des variations climatiques dans le passé, et que forcément, les forêts ont changé en fonction de ça. Ici, ça va tellement vite que l'homme doit intervenir, la nature ne s'en sort pas toute seule, en quelque sorte. Absolument. Il y a fort à parier que la nature ne suivra pas la vitesse à laquelle le changement s'opère. La forêt, tout écosystème naturel est plus ou moins résilient. Ici, une partie de la forêt wallonne telle qu'on la connaît actuellement va survivre, mais certaines espèces vont se réfugier en quelque sorte dans des zones qui leur sont plus favorables. Si on revient sur le cas de l'épicéa, la niche écologique de l'épicéa va se contracter et dans quelques années ou quelques dizaines d'années, vous ne verrez plus d'épicéa en dessous de 350 ou 400 mètres d'altitude. Là où on pouvait en mettre presque dans toutes les forêts wallonnes, là ça va se limiter à celles qui sont les plus hautes. Voilà. Bon, des questions, réflexions, j'imagine, du côté de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui. Catherine Tonero, on va commencer par ces enjeux. Cette question plutôt politique de Vincent qui nous écrit ceci. Les signes du réchauffement climatique tombent chaque semaine. Comment faire comprendre au gouvernement que la situation climatique est plus grave que la situation sanitaire, dit-il, et demande autant d'énergie et de financement que celle-ci. Pourquoi les gouvernements écoutent les épidémiologistes mais minimisent la parole des climatologues? Est-ce que c'est votre sentiment aussi? François Massonnet? Oui, pleinement. La grosse différence entre les deux crises, c'est que la crise du virus, elle est censée ne durer que tout au plus quelques mois. On espère pas beaucoup plus. Donc beaucoup moins qu'un mandat électoral. C'est-à-dire que les politiciens ont intérêt à faire quelque chose pour qu'on puisse les remercier à la fin et leur dire voilà, vous avez bien travaillé. Pour la crise climatique, les échelles en jeu sont tellement longues qu'au final, certains peuvent complètement s'en... C'est moins rentable. C'est moins rentable, voilà. Je pense que ça, c'est la réponse la plus simple. Ouais. Et on a l'impression que des hôpitaux qui se remplissent, évidemment, conscientisent peut-être plus la population que des arbres scolités, ou bien vous avez l'impression quand même que les choses bougent, Philippe Lejeune, aujourd'hui, dans la prise de conscience politique? Mais je pense qu'une crise telle que le Covid, qui entraîne des pertes humaines ou des morts d'hommes, marque plus les esprits que des phénomènes climatiques qui restent encore peut-être un petit peu abstraits dans la pensée de tout un chacun. Ça se traduit par des arbres qui sèchent ou des pelouses qui sont toutes roussies. Mais on n'en voit pas encore les dangers directs. Il fait très chaud, donc on va installer une piscine dans le jardin et on essaie encore de trouver des éléments positifs dans ces éléments qui devraient interpeller presque tout le monde. Réflexion encore, Catherine. Allez, encore une question qui vient de nous parvenir par mail, cqfd@rtbf.be, on le rappelle. Baudouin nous dit ceci: l'homme va chercher jusqu'à la dernière goutte de pétrole dans le sol, et même si nous lissons sur 100 ans à l'échelle de la Terre, la résorption sera très lente avec tous les déséquilibres qui vont s'enchaîner. Comment rester positif? François Massonnet, est-ce qu'il y a encore moyen d'inverser la tendance? Ou bien est-ce que de toute façon, là, on doit juste éviter que ça aille pire encore, mais que là, on doit se dire que ça va rester?
Non, évidemment qu'il y a moyen d'inverser la tendance, mais ça demande simplement des efforts structurels et de chacun. Et c'est la condition sine qua non pour y arriver. La première chose que je dis toujours, c'est avant de changer de mode de consommation d'énergie, essayons déjà de consommer beaucoup moins pour apprendre un peu à rationaliser nos dépenses. Donc ça passe par exemple, mesurer l'évolution de sa consommation électrique. C'est tout bête, mais savoir est-ce qu'on est capable de faire une année moins que l'année précédente, par exemple. Et puis, évidemment, essayer de favoriser des énergies vertes, investir dans le renouvelable, etc., si on en a les moyens, si on a la possibilité. Mais oui. Oui. Il y a encore moyen d'inverser la tendance, c'était ça le message principal que vous nous envoyez. Bon, merci en tout cas pour vos éclairages à tous les deux, François Massonnet, climatologue, Philippe Lejeune, spécialiste de la forêt. Merci aussi à Catherine Tonero, CQFD. Vous n'oubliez pas, c'est à la fois en radio, c'est en télé, et puis quand vous le souhaitez sur Rovio ou en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. CQFD.